c'est de la falaise. Comme on se souvient tous de notre histoire de la guerre de 7 ans ou de la conquête, Wolfe va passer l'été 1759 à essayer de trouver un endroit où justement surmonter la falaise de Québec. Comme on voit, c'est vraiment une défense naturelle de la ville qui devait, en théorie, empêcher tout ennemi de gravir et rejoindre la ville. Eh bien, on va aller examiner la question du fameux traître de Québec qui aurait révélé à Wolfe où grimper. Alors, on se trouve présentement au bas de la côte Gilmore, qui représente plus ou moins le même tracé que le sentier qui remontait l'Anse-au-Foulon pour rejoindre les plaines d'Abraham. Et on va monter et discuter les trois candidats probables pour le traître des plaines d'Abraham. Alors, on a déjà un candidat retenu par la mémoire populaire. Il s'agit de Bigot, bien entendu, l'intendant, celui qui s'occupait de la bourse de la colonie. La littérature a vraiment retenu un personnage très exécrable, très haïssable, qui aurait essentiellement vendu la colonie pour s'enrichir. Mais on peut l'exclure comme étant le traître des plaines d'Abraham, puisque l'historien Guy Frégault avait quand même conclu que Bigot et sa bande étaient peut-être des voleurs, mais c'était pas des traîtres. Deuxième hypothèse. Le traître des plaines d'Abraham s'agirait de Jean-Baptiste Cugnet, le frère de François-Joseph Cugnet, futur avocat sous le régime britannique. C'était la théorie préférée de l'archiviste Pierre-Georges Roy, qui était sûr et certain qu'il s'agissait là du traître qui avait informé Wolfe où faire monter ses hommes le long de l'Anse-au-Foulon. Il y a un petit problème toutefois avec son hypothèse, c'est que Jean-Baptiste Cugnet est décédé 10 ans avant les faits. Ce qui nous apporte à notre troisième et dernier candidat pour le traître des plaines d'Abraham, l'officier français Louis Dupont du Chambord de Vergor. Malheureusement, Vergor avait déjà une mauvaise réputation puisqu'il avait été le commandant au fort Beauséjour en Acadie qui, selon les autorités, s'était rendu beaucoup trop rapidement en 1755. En plus, on le traitait d'épée, il savait à peine écrire, etc. Alors, le gars commençait avec une très mauvaise réputation. C'est la raison d'ailleurs que les historiens, les premiers historiens et les premiers littéraires, dont Louis Fréchette, se sont imaginés que c'était lui qui s'était vendu à Wolfe en laissant libre passage aux Britanniques pour embarquer sur les plaines d'Abraham. Petit problème, c'est que dans les faits, Louis va quand même subir 2 blessures en défendant l'Anse-au-Foulon et il va se faire capturer avec ses hommes. Et tous ses contemporains vont le défendre en disant qu'il avait été très vaillant malgré tout. Alors, malheureusement, 3 candidats, un après l'autre, tous démentis. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y en avait pas de traître des plaines d'Abraham. Wolfe avait accès à toute l'information qu'il voulait, au compte-gouttes, tout au long de l'été, puisque la société de la vallée du Saint-Laurent, sous beaucoup de pression et de souffrance, était quand même devenue une passoire d'informations. On n'a qu'à penser aux prisonniers, les déserteurs. Alors bref, le traître des plaines d'Abraham est un autre mythe qu'on peut enfin enterrer une fois pour toutes.